Hop, c'est parti. Déjà, merci de m'accueillir chez vous, malgré la distance. Et c'est vrai ce que je voulais faire aujourd'hui, enfin en tout cas ce que Nadine m'a demandé aujourd'hui, c'était de partager un petit peu mon histoire et également des éléments justement sur tout ce qui touche à mon parcours, comme ce qu'on appelle les soft skills, j'en parlerai, comme la confiance en soi, comme la conscience de soi, les pensées limitantes, etc. Et, hem et c'est vrai que, comme tu disais Nadine, moi je viens de l'île de la Réunion, donc Waro, c'est un nom, très connu, sur l'île et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, donc je viens de la plus petite commune de l'île de la Réunion et après j'ai fait des études, donc des études, en France métropolitaine et c'est vrai que c'est ça qui est chouette aussi avec, l'Union européenne, c'est que, on voilà, même en étant ultramarin, eh bien, on peut profiter aussi de pouvoir partir de notre île pour pouvoir mieux revenir et pour ma part, ça a été, justement pour moi une vraie opportunité que de partir de La Réunion, parce que c'est là que j'ai vraiment, le plus évolué, le plus grandi. Après j'ai commencé, on va dire, ma vie en France métropolitaine, à Poitiers. Poitiers, qui est pas une très grande ville en France, mais qui est une ville qui a beaucoup d'histoire et après, au Japon, au Canada et au Royaume-Uni et à chaque fois que j'ai pu vivre à l'étranger et j'ai pu vivre, à l'étranger, j'avais l'impression de mieux me connaître et que finalement, c'est vrai que souvent on parle de connaissance de soi et que vous voyez, il faut se mettre en position du lotus, en mode comme un Bouddha et cetera, de méditer et cetera. Alors c'est sûr que ça aide de prendre le temps de réfléchir sur soi, de prendre le temps de se poser des questions, mais je trouve que, le fait de se confronter au monde, de surtout au monde qu'on ne connaît pas, c'est là qu'on apprend le mieux à se connaître. Et je vais prendre des exemples. Pour ma part, l'île de la Réunion, il y a une grande mixité, noir, blanc, asiatique et cetera. On vit tous ensemble et tout est mélangé même dans les mêmes familles, en fait. Par exemple, moi, je me suis amusé à faire un test génétique pour voir mon héritage génétique et il y a, voilà, j'ai un héritage de partout, d'Asie, d'Inde, d'Afrique, d'Europe, et cetera. Il y a que l'Amérique, il y a pas. Et en fait, c'est assez représentatif de l'île de la Réunion, la mixité. Mais comme j'ai grandi dans cet environnement-là, dans cet environnement très mixte, multiculturel, multiethnique, multireligieux, pour moi, c'était normal. Et c'est vrai qu'en partant de l'île de la Réunion, je me suis rendu compte que c'était pas normal pour tout le monde et que, finalement, le fait de voyager et de voir, ce que font les autres, comment vivent les autres, comment se comportent les autres sans jugement, c'est-à-dire sans dire que: «Ah ils sont comme ça» ou «Nous, c'est mieux chez nous», surtout pas. En étant vraiment curieux et en étant ouvert d'esprit, c'est là que je me suis rendu compte de ce qui me rend unique, de ce qui fait que ma vie est riche et différente et que je peux apporter cette richesse et que finalement, je me suis rendu compte que ce qui me rend différent des autres, par rapport à cet héritage culturel et cetera, au début, c'est vrai que c'était un complexe. C'était un peu un complexe où j'ai l'impression d'être en décalage avec les autres, que j'étais différent, donc que j'avais pas ma place. Alors qu'en fait, à partir du moment où on l'assume totalement, qu'on assume qui on est, qu'on assume notre différence, qu'on voit ça comme une richesse, finalement, c'est un cadeau qu'on peut faire aux autres parce qu'on arrive à apporter cette richesse aux autres. Cette différence, cette ouverture, également et moi, c'est vraiment ce que je me suis, rendu compte en vivant à l'étranger. Je sais pas si Eh c'est clair ce que bien, je suis en train de raconter? oui, c'est très clair, d'autant que la classe a participé à un petit projet avec deux auteurs qui tenaient exactement le même discours que toi, et cela fait l'objet d'un article dans le dernier numéro de Passion d'apprendre, Ah dont tu voilà. es le co-gérant. Donc, c'est vrai que c'est un discours auquel ils sont habitués, ils y ont pris part et nous avons beaucoup travaillé cette thématique.
Mhm. Et Après, qu'est-ce c'est qu'on... vrai que c'est une vision un peu idéale. Néanmoins, ça demande aussi du travail sur soi parce que même si nous, on veut et même si nous, on a conscience de cette richesse, de cette diversité, etc., de tout ce que ça peut apporter aux autres, pas tout le monde aura le même point de vue. Pas tout le monde est d'accord avec ce point de vue. Et que c'est là qu'on a aussi besoin de travailler sur soi pour ne pas prendre personnellement ce type de remarques, pour ne pas se sentir offensé, ne pas partir sur ces retranchements ou au pire, pour ne pas voir notre estime de soi être impactée par les autres. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce travail de, eh bien, qui je suis, qui est-ce que j'ai envie d'être, qui je suis, même sans dépendre du regard des autres. Ce qui fait que finalement, après, même si on peut être challengé par d'autres personnes ou par d'autres environnements, on a quand même une base solide sur laquelle se reposer. Et, et pour moi, par exemple, ce qui m'a aidé à ça, à travailler sur l'estime de soi, hein. L'estime de soi, c'est quoi? C'est comment je me perçois et comment je me parle à moi-même. Donc, j'ai une haute estime de moi si je me vois, si la vision que j'ai, elle est positive et si la manière dont je me parle est positive. Par exemple, si je me dis dans ma tête, ouais, Jérôme, tu peux y arriver, tu en es capable, ah, c'est bien, tu as fait des progrès. Tout ce discours-là intérieur va nourrir une bonne estime de moi. Mais après, c'est fluctuant. On peut avoir aussi des moments où on a une estime de soi plus basse et qu'on va peut-être avoir une vision, on va dire, plus négative de soi. On va être plus dur envers soi-même et on va se parler aussi moins bien. On va moins bien se parler. On va par exemple se dire, je ne sais pas si ça vous arrive, mais de vous dire, voilà, bah, je suis nul, ah, j'ai encore raté, ah, j'y arriverai jamais, etc. Et que bah, l'estime de soi, qui est conditionné par ça, comment on se voit et comment on se parle, eh bien, va beaucoup impacter donc comment on se sent. Bah, c'est sûr que si vous avez une bonne estime de vous, eh bien, on se sent mieux. Bon, même s'il y a des études scientifiques qui le montrent, on n'a pas besoin d'être scientifique pour comprendre ça. Donc, il y a ce qu'on appelle la santé mentale, c'est comment je me sens. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre soin de son estime de soi. Et c'est comment je vais me comporter avec les autres. Donc, si par exemple, j'ai une faible estime de moi, j'aurais tendance à me rabaisser. Et en me rabaissant, je vais me mettre en position basse par rapport aux autres, où j'aurai l'impression que les autres sont meilleurs que moi ou plus importants que moi. Et le problème, c'est que ça ne va pas refléter votre vraie valeur. Nous sommes tous humains. En tant qu'humains, on a tous le même potentiel, on a tous les mêmes capacités, on est tous pareils en fait. Et c'est pour ça que pour moi, le plus gros travail que j'ai dû faire pour grandir en tant que personne, ça a été de travailler là-dessus, sur l'estime de moi. Et donc, j'ai dû commencer à déjà apprendre à m'écouter, comment je me parle, parce que des fois, on ne se rend pas compte. On le fait inconsciemment. Donc, déjà, être conscient de comment je me parle à moi-même pour que ensuite j'arrive à changer mon discours envers moi-même. Et plutôt que de me dire je suis nul, me dire comment je peux progresser. Plutôt que de me dire j'y arriverai jamais, c'est comment je peux persévérer. Plutôt de me dire que les autres sont meilleurs, je vais plutôt me dire comment je peux m'élever. Et à chaque fois, le fait de prendre conscience de comment je parle et ensuite de voir comment je peux changer mon discours que j'ai envers moi-même, je vais nourrir justement cette bonne estime de moi. Ça vous parle tout ce que je vous dis? Voilà. Vous pouvez être plus clair? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à tout ça? Enfin, rapproche-toi. Rapproche-toi. Alors, s'il y a une question, je n'ai pas bien compris, Nadine, j'aurais besoin que tu répètes la question.
Oui, en fait, elle dit elle comprend que tu en es arrivé où tu en es aujourd'hui, d'abord parce que tu as appris à avoir une bonne estime de toi-même et à avoir confiance en toi. Alors, c'est pas d'abord en fait, c'est en même temps. C'est-à-dire que je n'ai pas attendu d'avoir confiance en moi pour faire des choses. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai confiance en moi. Je travaille sur ma confiance en moi. Je travaille sur mon estime de moi. Donc, c'est un travail en continu, en fait. Donc, on ne peut pas attendre qu'on ait une haute estime de soi ou qu'on ait une bonne confiance en soi pour avancer. Parce que de toute façon, ça se nourrit l'un et l'autre. C'est en faisant le travail sur moi, de bien me parler, de me motiver, etc., eh bien, je vais oser faire les choses. Et c'est en osant passer à l'action que je vais avoir des résultats, que je vais accomplir des choses, mais des petites choses en fait. Donc, par exemple, moi, tous les jours, je remplis un carnet et dedans, tous les jours, je note mes petites victoires. Aussi petites soient-elles. Ça peut être tout simplement, ah, aujourd'hui, je suis parti marcher 10 minutes au lieu de rester toute la journée derrière mon ordinateur. C'est une minuscule victoire, mais c'est une petite victoire. Mais en faisant ça tous les jours, j'entraîne mon cerveau à voir le positif et à voir les petites victoires. Mais c'est important que je fasse les choses et parce que ça nourrit en fait ma confiance en moi. Et d'ailleurs, je fais une petite différence entre estime et confiance parce que la confiance en soi, c'est quoi? C'est quand je me sens capable, quand je me sens capable de faire les choses. Si je sais Si je sens que je suis capable, par exemple, de parler devant 10 inconnus, eh bien, j'aurai plus confiance en moi que si je ne m'en sens pas capable. Donc, bien entendu, c'est lié avec l'estime de soi, mais pour pouvoir se sentir capable, pour pouvoir développer cette confiance en soi, on a besoin de passer à l'action. On a besoin de faire ce qu'on appelle de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire de faire des choses qu'on n'a jamais faites pour se prouver qu'on peut le faire. Et par exemple, quand j'ai décidé d'aller vivre au Japon, bah, c'était une énorme sortie de zone de confort. Bah, déjà, certes, je pars d'une île pour aller sur une autre île, mais l'autre île n'avait rien à voir avec la mienne. Donc c'était totalement nouveau, très inconfortable, mais c'est ce qui m'a permis de grandir parce que j'ai pu euh, tester de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. Et le cerveau, il est fait comme ça. Et c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau qu'il évolue, qu'il progresse. Mais si vous faites tout le temps la même chose, eh bien, le cerveau ne se développera pas. C'est comme pour le sport. Si vous faites tout le temps la même chose, vous allez être bon à ça, mais vous n'allez pas forcément progresser. Donc, c'est pour ça que c'est important de trouver des petites choses ou des défis à relever. Et c'est pour ça qu'avec Nadine, on travaille aussi sur le championnat du monde de lecture rapide et mind mapping. Parce que c'est ce qui vous permet également de relever un défi, de vous dépasser, et de vous rendre compte que vous êtes capable en fait. N'est-ce pas, Nadine? Oui, en effet, et justement, le mercredi, ils ont tous une activité à faire. Déjà au départ, prévoir de faire quelque chose de complètement différent à la récréation. Et c'est au Mhm. moment de la récréation qu'ils doivent décider de ce qu'ils vont faire de différent. Qui a réussi cet exercice jusqu'ici? Levez la main. Ah ben, c'est très bien. Super. Et donc c'est comme ça que justement, c'est comme ça qu'on progresse en faisant des choses différentes, en se rendant compte que même si on ne sait pas faire ou qu'on ne sait pas tout court, on peut s'adapter, on peut improviser, on peut apprendre. Et en fait, c'est ça qui est important avec la nouveauté ou le fait de relever des défis, c'est de se rendre compte que même si on n'a jamais fait, eh bien notre cerveau ou nous-mêmes, on est capable d'apprendre à le faire même si c'est sur le tas. Et c'est comme ça aussi qu'on développe sa confiance en soi. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir confiance en soi quand on sait, quand on a l'habitude, quand on fait quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Vous n'avez pas besoin de confiance en vous, entre guillemets, pour aller à l'école tous les jours au bout d'un certain temps parce que c'est devenu une habitude. On a besoin de confiance en soi quand, justement, quand on a des doutes, quand on a peur. Et généralement, quand on a des doutes et quand on a peur, c'est quand c'est nouveau, quand on n'a jamais vécu, quand on est dans l'inconnu.
Et c'est pour ça que régulièrement, sortir de votre zone de confort pour tester des choses nouvelles comme vous le faites, par exemple, les mercredis, eh bien, c'est super parce que tous les mercredis, ça vous rappelle que vous pouvez faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant. Et Nadine, tu m'avais envoyé une question également sur, par rapport à toutes ces notions d'estime de soi, de confiance en soi, comment on se parle, comment on arrive à oser, etc. Et il y a une notion qui revient très souvent par rapport à ça, c'est la notion de croyance limitante. C'est quoi une croyance limitante? Déjà, une croyance, c'est quoi? C'est quand on croit que quelque chose est vrai. Et pourquoi, et le mot important ici, c'est le mot croire. Si par exemple, vous croyez que, par exemple, que, je sais pas moi, qu'il faut être plus intelligent que les autres pour lire rapidement, les gens que vous croyez ça, à force de vous répéter cette phrase-là, qu'il faut être plus intelligent que les autres pour lire rapidement, pour votre cerveau, ça deviendra la vérité. Ça deviendra une vérité. Mais ce n'est pas la vérité. D'ailleurs, c'est totalement faux. On n'a pas besoin d'être plus intelligent pour lire plus vite, parce qu'il s'agit surtout d'entraîner son cerveau à lire plus vite. Et on a plein de cas comme ça. Moi, par exemple, je ne suis pas plus intelligent que les autres, en tout cas par rapport à un test de QI, etc. Je ne suis pas plus intelligent que les autres, c'est juste que j'ai entraîné mon cerveau à lire plus vite. Et une croyance limitante, enfin une pensée limitante aussi, c'est ce que vous allez vous dire et qui vous empêche d'avancer. Une phrase comme ça, il faut être plus intelligent que les autres pour faire ça, mais à quelque part, c'est comme une sorte d'excuse pour ne pas faire les choses. En disant, de toute façon, voilà, moi, je suis pas un surdoué, un génie, alors non, je ne vais pas faire ça. Ça vous empêche de faire les choses, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'écouter comment vous vous parlez, parce que dans ce que vous allez dire, vous allez pouvoir voir, identifier qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous avez vraiment envie de faire, qu'est-ce qui vous empêche de réaliser votre potentiel. Et par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je sens que je suis en train de me parler, me radoter des choses, etc., je me pose la question, qui est en train de me parler dans ma tête? Je sais pas est-ce que vous avez déjà vu le film, je crois qu'en français, ça s'appelle Vice Versa, le dessin animé Vice Versa, Ah oui. avec, ouais, avec les émotions rouges, bleues, etc., dans la tête de la personne. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce film-là, c'est que il y a dans une personne, il peut y avoir plusieurs personnes qui parlent. Il peut avoir, par exemple, dans ma tête, des fois, c'est le Jérôme positif et enthousiaste qui parle. Quand c'est lui, eh bien, ça va être un discours très positif, très optimiste, en disant, voilà, tu peux y arriver, tu peux le faire, Jérôme, ouais, j'y crois, on y va. Mais des fois, c'est pas ce Jérôme-là qui parle, parfois, ça va être le Jérôme négatif et déprimé. Alors là, si c'est Jérôme négatif et déprimé qui parle, ça va être un peu plus négatif. Disant, c'est oh là là, t'as encore échoué. Ah, tiens, mais t'y arriveras jamais. Ou là, si j'étais toi, j'abandonnerais. Donc, rien que le fait de savoir, en fait, c'est qui parle, eh bien, vous pouvez parler à cette personne-là dans votre tête. Si, par exemple, si c'est la personne, si c'est Jérôme déprimé qui me parle, eh bien, je vais avoir une discussion avec lui dans ma tête. Donc, vous pouvez imaginer, voilà, vous parlez à vous-même. Dis non, mais je sais que tu es déprimé, je sais que tu es fatigué, mais là, c'est pas le moment. J'ai pas besoin de ça. Là, j'ai besoin de parler au Jérôme positif et optimiste, là. C'est ça dont j'ai besoin. Et rien que le fait de parler à cette personne-là dans votre tête, eh bien, ça va vous permettre finalement d'avoir une influence sur comment vous vous parlez. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de raconter? Des fois, ça vous arrive de vous parler à vous-même comme ça? Ou je suis le seul un peu fou?
Rassure-toi, j'ai vu beaucoup d'élèves hocher la tête, apparemment oui. Et ce que tu dis est particulièrement intéressant parce que ça met en évidence le fait qu'en chacun d'entre nous, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs, comme dans toute chose. C'est ça, on est tous des êtres humains, des êtres humains complets. Et comme dans Star Wars, eh bien, il y a le côté lumineux de la force et le côté sombre de la force, hein, le bright side ou le dark side. Et, et c'est important de savoir dans quel côté on se positionne. Parfois, ça nous arrive, on est tous humains, d'aller dans le côté obscur de la force, de s'énerver, de râler, de déprimer. C'est normal. Par contre, il ne faut pas rester trop longtemps dedans, hein. C'est OK d'être dans le côté sombre de la force, mais pas trop longtemps. C'est important après de savoir revenir dans le côté lumineux. Et le côté lumineux, ça va être la joie, ça va être l'enthousiasme, ça va être l'optimisme. Et vous pouvez vous amuser avec ça, hein, dans votre tête aussi, vous dire, est-ce que là, c'est le Jedi qui me parle, le Jedi qui est du côté lumineux, comme Yoda, ou est-ce que c'est au contraire Dark Vador qui est en train de me parler et qui essaie de me tirer vers le côté sombre de la force? Et après, vous faites un choix. Et il y a un terme, par rapport à tout ce que je suis en train de dire, c'est des petits jeux, en fait, hein. Vous pouvez utiliser l'analogie de Star Wars ou l'analogie de vice-versa, peu importe. Mais derrière, il y a un vrai concept intellectuel qui s'appelle la métacognition, c'est-à-dire le fait de voir de penser à comment vous pensez. Quand je pense à comment je pense, je suis en train de faire un travail sur moi. Et ça s'appelle la métacognition. Jérôme, il y a une incompréhension dans ce que tu viens de dire à propos de la métacognition. Est-ce que tu pourrais reprendre, s'il te plaît? Oui, en fait, quand vous êtes en train d'écouter comment vous vous parlez, de discuter avec les personnes qui sont dans votre tête, le Jedi ou le Dark Vador, ou la personne optimiste ou la personne négative, quand vous êtes dans cet exercice intellectuel, quand vous êtes en train de regarder ce qui se passe dans votre tête, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Cognition, ça veut dire réfléchir, pour simplifier les choses. Réfléchir, penser. Et méta, c'est un terme grec pour dire au-dessus. Au-dessus. Donc, vous êtes au-dessus de comment vous êtes en train de penser. Donc, c'est pour ça qu'on appelle métacognition. C'est compris? Ça tombe sous le sens parce que votre classe s'appelle comment déjà? Oui, c'est la troisième cognitive. Et donc, c'est une notion qu'ils connaissent mais qu'ils ont oubliée. Donc, c'est bien, ça fait un petit rappel, comme la révision espacée. S'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, que ce soit le fait de voyager, d'expérimenter ce qui se passe ailleurs. Et après, pour voyager, ah oui, ce que je n'ai pas dit, aujourd'hui, on a la possibilité de voyager sans prendre l'avion. J'explique. Avec Internet, vous pouvez être partout où vous voulez aujourd'hui. Vous allez sur Google Maps et vous pouvez même Google Street, vous pouvez aller dans la rue de n'importe quel pays. Vous pouvez regarder n'importe quelle chaîne télé dans le monde, regarder n'importe quel film. On peut presque de manière virtuelle se téléporter dans un pays aujourd'hui, à partir du moment où on est curieux. Donc, quand je dis voyager, ça peut être dans ce sens-là aussi. Je sais qu'on n'a pas tous l'opportunité, la chance de pouvoir voyager. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus d'avoir pu faire ça. Mais aujourd'hui, avec Internet, eh bien, vous pouvez être curieux de tout, explorer tout, apprendre n'importe quelle langue depuis chez vous. Et c'est ça qui est génial aussi. Tu sais, dans notre classe, nous utilisons les casques de réalité virtuelle pour s'immerger dans d'autres paysages et découvrir des choses.
Waouh, vous avez une chance inouïe. Moi, si j'avais eu cette chance-là quand j'étais gamin de pouvoir avoir ces outils technologiques, de pouvoir expérimenter tout ça, c'est absolument génial. Donc oui, à chaque fois que vous êtes en train d'expérimenter la réalité virtuelle, vous êtes en train de voyager quelque part. Et c'est vrai que c'est un voyage assez spécial puisqu'on est complètement immergé, on a véritablement l'impression de vivre les choses et ça génère aussi beaucoup d'émotions. Bah oui. Mm. Alors, il y a une question, Jérôme, qui revient. C'est que c'est vrai que ce sont des jeunes qui sont en train de se construire, ils construisent un avenir, c'est le moment des orientations, aujourd'hui des choix d'orientation, et souvent ils se posent la question, à quel moment est-ce que l'on décide de ce qu'on va faire, est-ce que ça se programme, est-ce que ça peut venir plus tard? Et justement, on aimerait bien que tu nous partages cette expérience. Ah, c'est une très très bonne question et c'est vrai que c'est une énorme pression que vous avez et super tôt en fait dans votre vie. Ça me donne l'impression il faut choisir sa destinée à votre âge et je sais ce que c'est que ça peut être vraiment stressant. Alors plutôt que de vous donner des conseils, etc., j'ai plutôt partagé comment moi par rapport à mon parcours, comment j'ai fonctionné et ma vision en fait du futur. Parce que là, quelque part, votre décision que vous allez prendre sur votre orientation va avoir un impact sur votre futur quelque part. Donc, quand j'ai choisi mon orientation, étant donné que je ne savais pas ce que je voulais faire, j'ai pris l'option qui m'ouvrait le plus de possibilités. Mes parents à l'époque me disaient: «Si tu sais pas quoi faire, prends la voie qui t'ouvre le plus d'options possibles». Donc c'est ce que j'ai choisi à cette époque-là et ensuite j'ai, j'ai fait en termes d'études, j'ai pris le choix des j'ai fait le choix des études les plus, comment dire? Quand j'ai choisi mes études, je me suis dit: «Je vais prendre les études les plus, le challenge le plus élevé qui m'est accessible». Voilà. Je me suis dit: «Je vais pas me contenter de peu, je vais pas faire le minimum, parce que, voilà, parce que c'est le plus simple, c'est la facilité». J'ai pas choisi la facilité. J'ai choisi, je me suis dit: «Par rapport à mes notes, par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce que j'ai envie de faire et par rapport aussi à au fait d'avoir le plus de possibilités possibles, quelles sont les études qui apportent tout ça? Qui apportent le plus d'opportunités, le plus de possibilités, le plus de challenge aussi pour que je puisse progresser et grandir». C'est comme ça que, j'avais choisi les études de classe préparatoire qui étaient, le mieux que je puisse avoir à ce moment-là, selon moi. Et après, ça a été, j'ai fonctionné par rencontre et opportunité, pas opportunisme, parce que pour moi l'opportunisme, c'est-à-dire quand on veut choisir, on prend une opportunité au détriment de quelqu'un, heu, ça c'est pas forcément comme je fonctionne. Mais c'était plus: «Ah j'ai rencontré telle personne, je sens qu'il y a une opportunité ici, allez, j'y vais». Je prends toujours j'essaie de voir, comment ma décision peut ouvrir le meilleur futur possible. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné dans mes études. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, quand j'avais la possibilité de faire une partie de mes études à l'étranger, j'ai saisi cette opportunité. Parce que je savais que le fait d'étudier à l'étranger va m'ouvrir d'autres opportunités que si je restais là où j'en suis aujourd'hui. Ensuite à l'époque, donc ça commence à dater, même si je suis pas encore vieux, mes études commencent à dater un peu. J'avais choisi dans mes études la spécialisation développement durable, ce qui n'était pas encore à l'époque un sujet, chaud. C'était, émergent. Mais je savais que c'était le futur qui allait, le futur, ça allait être ça. Donc j'ai fait le choix de des études qui vont m'offrir le plus de possibilités, le meilleur futur possible. En tout cas, de ce que je pensais, hein, je peux me tromper. Mais quand je fais ma décision, c'est toujours dans ce sens-là. C'est: est-ce que cette décision
va m'offrir le plus de possibilités possibles dans le futur. Et après, je me suis rendu compte d'un truc aussi, c'est que le futur change beaucoup et de plus en plus vite. Donc, même si j'ai pris une décision aujourd'hui par rapport à un futur que j'ai anticipé, je suis quasiment sûr que mon anticipation ne sera pas juste, qu'il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des changements. Et, et pour moi, l'idée, c'est vraiment d'être attentif à ce qu'il se passe, être curieux et de voir ensuite qu'est-ce qui me plaît. Voilà. Et en plus d'anticiper les opportunités, c'est vraiment mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit. On parlait beaucoup de la cognition de la tête, comment je me parle, etc. Là, pour moi, il y a aussi les émotions, le cœur, comment ça me fait sentir. Est-ce que là, la voie que j'ai choisie, est-ce que j'arrive à me projeter et à kiffer ce que je vais faire, à aimer ce que je vais faire à l'avenir? Et c'est comme ça que j'ai fonctionné en me disant, est-ce que cette décision m'ouvre plus d'opportunités? Est-ce que ce que j'ai choisi va me procurer de la joie et du plaisir? Et après, m'adapter dans le process. Je ne sais pas si j'étais clair. C'est intéressant, oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que de plus en plus les jeunes veulent aller dans une voie professionnelle qui leur procure du plaisir et la vision du travail que l'on a aujourd'hui est complètement différente de celle qu'on avait autrefois. Alors, d'où la question que je pose, Jérôme, comment es-tu heureux dans le métier que tu as aujourd'hui? Grosse question. Je dirais que être heureux, bah, c'est avoir le plus de moments de bonheur possible. Et pour moi, c'est un équilibre. C'est-à-dire que en fonction de comment je me sens, en fonction de mon état, eh bien, il y a des choses qui vont me rendre heureux et d'autres pas. Donc, par exemple, il y a des moments où ce qui me rend heureux, c'est d'être dans mon petit bureau, d'être enfermé, de voir personne et de faire mes vidéos, d'écrire mes livres, etc. Mais à un moment donné, ça me rend plus heureux. J'ai besoin de sortir, de voir les gens, etc. Donc, j'identifie comme ça des activités diversifiées et qui vont me nourrir et que je vais voir le ratio. Par exemple, pour moi, là, j'ai trouvé un bon ratio qui me convient aujourd'hui et qui me permet d'être heureux dans ce que je fais. C'est, on va dire, 80% du temps où je suis chez moi, dans mon bureau, en train de travailler sur mes projets, en train de faire des visios, et 20% du temps en train de parler en conférence, en étant en train de faire du networking, de voir des gens, etc. Pour l'instant, c'est un ratio après, c'est un ratio global, hein, c'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les mois, c'est au global. Alors, bien entendu, il y a des moments beaucoup plus intenses que d'autres. Par exemple, la semaine dernière, c'était pas du tout ça le ratio, hein. J'étais beaucoup plus souvent sur le terrain, mais je sais que ça me nourrit et que j'ai besoin des deux. J'ai besoin de diversité et aussi de ne pas me laisser avoir, entre guillemets, par mon cerveau. Parce que le cerveau, il choisit la facilité. Hein, il va choisir ce qui est simple, ce qui est facile, ce qui est agréable. Et c'est comme ça naturellement, on va rester dans ce qui est confortable pour soi, dans notre fameuse zone de confort. Et c'est pour ça qu'on a des habitudes, qu'on aime toujours s'asseoir à la même place en classe, ou de toujours s'asseoir à la même place pour le petit déjeuner, de manger la même chose, etc. C'est normal parce que le cerveau a besoin de ça. Mais pour moi, c'est un piège parce qu'à long terme, ça peut peut-être me donner des regrets si je reste dans cette zone de confort. Donc, je sais que l'effort, l'inconfort va m'aider à être heureux. Et c'est pour ça que j'aime le sport, me dépasser, le dépassement, etc. Parce que même si sur le coup, c'est pas agréable, c'est qu'à long terme, c'est quelque chose qui va me nourrir et qui va me donner le sentiment de fierté, etc. Donc, pour moi, il y a vraiment cet équilibre-là entre mes habitudes, trouver des trucs qui me rendent heureux et en même temps du dépassement pour avoir cette notion de fierté et nourrir mon estime de moi.
Ça répond à ta question, Nadine? Oui, en fait, tu réponds à la question d'une élève de la classe qui parlait de sa difficulté à changer. Elle a des habitudes dans lesquelles elle est ancrée et je lui faisais remarquer qu'à son âge, elle a encore toutes les capacités et le potentiel volonté de pouvoir changer, puisque même sa personnalité n'est pas encore fixée. Et donc, elle a un potentiel énorme et qu'il faudrait peut-être se rendre compte de la chose. C'est d'autant plus facile pour elle d'aller vers le changement, vers de nouvelles expériences qu'elle est jeune et qu'elle a identifié surtout le problème qui la freine. Son problème, c'est je ne supporte pas de faire des choses différentes. À partir du moment où on a identifié le problème qui nous freine, on peut poser des actions pour aller vers un changement, vers un meilleur avenir. Ah oui, c'est sûr que si vous pouvez être dans cette maturité, dans cet état d'esprit dès votre âge, c'est absolument génial. Le plus tôt, le mieux c'est. Moi, je pense que j'ai commencé à être dans cette dynamique-là vers l'âge de 23 ans. C'est quand même relativement tôt, mais beaucoup plus tard que vous, par exemple. Donc oui, si vous pouvez être dans cette dynamique-là le plus tôt possible, ce serait absolument génial. Et en effet, comme tu le dis, si on sait déjà qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer, qu'est-ce qui nous empêche de grandir, eh bien, ce serait de challenger ça, d'aller là-dessus, en fait, d'aller sur le truc qui bloque. Et par exemple, pour ma part, ce qui me bloque dans mon évolution, de manière générale, encore plus il y a 10 ans, toujours un peu le cas aujourd'hui, pour moi, c'est la peur. La peur me freine. Quand j'ai peur de quelque chose, hop, je bouge plus, je n'avance plus. En connaissant ça, eh bien, je sais que la clé pour mon évolution, c'est de me confronter à la peur. Parce qu'à chaque fois que je vais dépasser ma peur, eh bien, je sais qu'à chaque fois, je vais progresser parce que je vais désamorcer petit à petit ce frein qui m'empêche de grandir. Et par exemple, pour ma part, j'ai encore un peu, beaucoup moins aujourd'hui, j'ai une grande peur du vide, le vertige. J'étais parfois tétanisé et impossible et pourtant je fais la randonnée et voilà, c'était des choses qui me bloquaient. Donc un jour, ce que j'ai décidé de faire, c'est un saut en parachute. Je fais un saut en parachute. J'ai failli tomber dans les pommes, c'était très difficile, mais je l'ai fait. Et depuis que je l'ai fait, eh bien, déjà, je me suis envoyé un message à moi-même. C'est derrière la peur, il y a l'opportunité de grandir. Et j'ai exploré ça et j'ai vu qu'en effet, grâce à ce saut en parachute, eh bien, je sais que je peux me lancer, que je peux passer à l'action, même si j'ai peur. Et surtout, bah, comme j'ai affronté ma peur, eh bien, elle est beaucoup moins forte, cette peur. Donc, j'ai fait un deuxième saut en parachute et ce deuxième saut en parachute, je n'ai plus eu peur, en fait, j'ai eu que du plaisir parce que j'avais le fait d'avoir vécu cette peur, elle a eu beaucoup moins d'emprise sur moi. Donc, ce que je dis, tout ça pour dire quoi? C'est quand vous savez ce qui vous bloque, ce qui vous empêche de grandir, ben, l'idée, c'est pas d'éviter ce qui vous empêche de grandir. C'est d'y aller, justement. C'est d'y aller avec l'audace parce que c'est là qu'il y a la progression. Donc, si c'est si c'est le changement ou la nouveauté qui est le blocage pour évoluer, eh bien, ça va être d'aller, bon, peut-être pas forcément en mode sans parachute, je suis un peu extrême, hein, donc c'est peut-être pas un exemple à prendre, mais ça peut être ce qu'on appelle la stratégie des petits pas, c'est comment, petit à petit, de manière accessible, je peux explorer cette chose qui m'empêche d'avancer. Et plus vous allez explorer ça, bah, plus vous allez débloquer tous ces freins qui vous empêchent de grandir. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, une autre petite question, une remarque à propos d'un de tes livres que j'ai beaucoup aimé.
les gentils sur les gentils qui méritent eux aussi de réussir. Alors, c'est un problème qui est rencontré beaucoup par les élèves parce qu'ils estiment souvent que parce qu'ils ont trop de gentillesse, parfois on finit par les exploiter. Un exemple bien concret, celui qui a l'habitude de faire son travail très régulièrement, parce qu'on sait qu'il est gentil, on compte sur lui et on a tendance à lui demander non seulement trop d'aide, mais aussi parfois de recopier son travail. C'est une chose qui se rencontre assez souvent auprès des jeunes. Et tu peux nous parler de cette gentillesse. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Il était extrêmement touchant et j'en ai beaucoup appris. Et je pense que les élèves ont peut-être envie d'en entendre quelque chose. Oui, souvent, on a l'impression que gentillesse rime avec faiblesse. Ça dépend. Après, c'est le cas si on autorise les autres à nous utiliser. Je m'explique. Ce n'est qu'une faiblesse que si vous donnez l'autorisation à l'autre de vous utiliser, de vous manipuler. Donc, si vous ne voulez pas que la gentillesse soit une faiblesse, eh bien, la clé, ça va être de connaître vos limites et de les respecter. Et par exemple, si vous savez qu'une personne est en train de dépasser les limites ou qu'elle a envie de dépasser les limites, eh bien, de tout simplement dire « Ah, là, non, là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible, ça dépasse mes limites et je ne vais pas pouvoir faire ça. » Parce que quand on dit oui à l'autre et qu'on se sacrifie, on se dit non à soi, en fait. Donc, si par exemple, quelqu'un vous demande de faire le travail à sa place et que vous dites oui, vous dites non à vous. Vous êtes en train de ne pas vous respecter, de ne pas respecter vos limites. Donc déjà, c'est de prendre conscience de ça. C'est quelles sont mes limites et est-ce que je suis en train de me respecter? Et après, la deuxième, c'est d'apprendre à dire non, tout simplement, petit à petit. Et alors, l'idée, c'est pas de… Parce que le problème aussi, quand on est gentil, c'est qu'on a peur de blesser l'autre. On a peur de faire mal. Et c'est pour ça qu'on n'ose pas dire non. Donc, on préfère parfois se faire mal à soi-même plutôt qu'à l'autre. Et c'est pour ça qu'on dit oui. Donc, l'idée, c'est de savoir dire non sans faire mal à l'autre. Et donc, si par exemple, il y a un camarade ou une camarade qui vous demande de l'aide, enfin, plus que de l'aide, qui demande de faire votre leçon à votre place, et que vous n'avez pas envie, que vous voulez dire non, vous pouvez dire, bah, c'est pas possible pour moi, mais je peux t'aider si tu veux. Ou si tu veux, je peux t'expliquer comment j'ai fait pour que tu puisses le faire, mais je ne vais pas le faire à ta place pour me respecter, parce que sinon, ce serait me manquer de respect si je le fais. Et quand on arrive à comprendre ses limites, quand on arrive à dire non, quand on arrive à comprendre quand est-ce qu'une personne est en train de dépasser les limites, eh bien la gentillesse n'est plus le problème. Ce n'est pas un problème, la gentillesse. C'est après comment on arrive à se protéger, à se respecter. Oui, Je et peux ça entendre touche beaucoup des… à l'estime des petits bruits de fond. Vous voyez, ça s'entend les petits bruits de fond. Donc, on se calme. Je disais donc, Jérôme, que c'est très important parce que ça participe aussi à l'estime de soi et la confiance en soi. Totalement. Aider, oui, donner, accompagner, être bienveillant, oui, mais ne pas avoir la naïveté de faire en sorte que les autres profitent de nous. C'est vrai, c'est une question de limite. Ce sont des choses qui s'apprennent. Autre chose, hein, parce que nous sommes toujours dans la dynamique de dépassement de soi. On regarde aussi beaucoup les gens en se disant, mais ils ont fait des choses extraordinaires. Et moi, je dis que si les autres le font, nous pouvons, nous aussi, tenter de le faire. Parce que ce qui est possible pour l'un est aussi possible pour l'autre. Alors moi, je connais un auteur hein, qui a sorti 2 livres ce mois-ci, le mois dernier. J'étais en admiration. Peux-tu nous parler de cet auteur qui a sorti 2 livres? C'est quand même quelque chose d'assez peu commun de pouvoir faire paraître 2 livres
en même temps, le même mois. Et puis bon, c'est vrai qu'il y en a un qui est tout particulièrement intéressant pour les jeunes. Alors, je suis pas sûr de comprendre à qui tu fais référence. Je fais référence à toi, Jérôme. D'accord, c'était pour être sûr, ok. Merci. Oui, en effet, il y a 2 livres qui sont sortis ce mois-ci. Il y a Bon Manager, mode d'emploi, que j'ai coécrit, que j'ai la chance de coécrire avec Clément Bergon, qui est un livre de management, donc pour les managers en entreprise. Et on a également avec Nicolas Lisiac, que tu connais très bien, Nadine, sorti le livre Doublez votre vitesse de lecture en 30 jours, avec une préface de Mac Lesguy d'ailleurs. Et c'est un livre dans lequel on partage la méthode qu'on a validée scientifiquement pour doubler sa vitesse de lecture. Donc entraîner son cerveau par la lecture rapide avec plein d'astuces, avec plein de techniques pour entraîner son cerveau à être plus concentré, à être plus efficace, etc. Et finalement à apprendre plus efficacement. Et c'est quelque part des grands principes qu'on utilise pour se préparer à un championnat de lecture rapide, par exemple. Et c'est vrai que c'est ouais, c'est du boulot d'écrire les bouquins et aussi de les faire connaître. Et c'est vrai que je suis très content qu'ils soient sortis. Après, je pense que oui, je pense qu'ils doivent être accessibles aussi en Martinique. Voilà, justement, j'ai une question d'un élève, il va la poser lui-même. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, donc, excusez-moi de vous interrompre dans votre discours, mais c'est pour vous demander où pourrions-nous trouver votre ouvrage comme le bon manager, s'il vous plaît. Ok, eh bien, merci pour cette question. Normalement, tous ces livres-là que vous voyez, ils sont disponibles en librairie. Donc, je ne sais pas si à la FNAC, par exemple, en Martinique, ça vient d'arriver à La Réunion il n'y a pas très longtemps. Mais sinon, n'importe quel libraire devrait pouvoir les commander. Même s'ils ne sont pas encore en rayon, n'importe quelle librairie en France métropolitaine ou dans les Outre-mer peuvent commander ces ouvrages-là. D'accord, ben, merci pour l'information. Et ça t'intéresse pourquoi ce livre, Le Bon Manager? Parce que j'aurais plutôt pensé que tu te serais intéressé à l'un des 2 autres qui nous ont été présentés. Alors pourquoi celui-là? Moi, ça m'intéresse. Moi aussi. Son livre me donne, je ne sais pas, juste en regardant la couverture, ça m'attire, on va dire, parce que tout ce qui est oui, donc tout ce qui est histoire de tout ce qui est manager, faire ouvrir des petits commerces, on va dire bon. Gérer vos équipes aussi. Bon, je reste couvert. Tout ce qui est le marketing, j'aime bien. Pour faire plus court, faire des ventes, accumuler des revenus, ce genre de choses-là, ça me passionne, on va dire. Et je voudrais en faire de mon métier plus tard, si possible. Super. Eh bien, excellent. Si après, si c'est la vente et commerce qui t'intéresse, il y a celui-là, Les gentils aussi méritent de réussir, où on est très orienté sur l'entrepreneuriat et la vente. Donc, il y a pas mal de choses là-dessus aussi. Donc, on est moins sur le cerveau, mais je pense que ça peut aussi t'intéresser dans ce sens-là, du coup. En tout cas, c'est super. Oui, parce que C'est vraiment, vraiment, vraiment top et super que tu t'intéresses déjà à ton âge à ces sujets-là. Moi, j'aurais aimé être intéressé par tout ça dès ton âge parce que plus tôt on s'y prend et mieux c'est. Donc, c'est top. Merci. Enfin, plutôt merci à vous. Oui, il me semble, Jérôme, que Le Bon Manager, c'est quand même un livre qui touche une tranche d'âge plus élevée, non?
Là, bon manager, on est vraiment sur les managers en entreprise qui ont des équipes et Voilà. c'est peut-être un peu plus technique, mais après, c'est accessible aussi, hein, c'est écrit de manière très. C'est pas aussi technique, par exemple, que mon tout premier livre en 2014 du Reflex Soft Skills. Là, c'était vraiment technique. Là, bon manager, ça se lit comme si on avait une conversation avec Clément et moi, mais c'est quand même plus pour voilà, des managers, en effet. Après, Ça va, Ryan? avec la lecture rapide, tu peux dire tout ça, hein, sans problème. Non, c'est plus pour acquérir des informations. Et c'est vrai que la lecture aussi participe beaucoup à notre formation parce que, comme nous avez dit, nous avons reçu Vincent il n'y a pas bien longtemps qui Mhm, expliquait aux élèves que pour acquérir des informations, pour fixer des savoirs, il fallait les voir sous des formes différentes. Les mhm. cours, les profs, les vidéos, les écrits, les livres, les recherches faites sur Internet, et tout ça permet de fixer davantage les contenus dans la mémoire. Tout à fait. Moi, c'était pour. Cet ouvrage, juste parce que ça m'a attiré, parce que c'est marqué le bon manager, qui fait que moi, je pense que dedans, j'aurais pu retrouver des techniques d'entrepreneur que je pourrais réutiliser pour pouvoir générer plus de ventes, savoir des revenus, ces autres choses-là. Mhm. Euh, voilà, bref, lis, teste. C'est ça, en fait, comme le dit Nadine, Bon, c'est si c'est ces sujets-là qui t'intéressent, lire des livres là-dessus, comme celui-là, regarder des vidéos là-dessus, parler à d'autres personnes qui sont dans ce milieu-là également. Et c'est cette voilà. diversité de contenu et de formats qui fait que tu vas te construire ta propre vision et ton propre savoir sur ces sujets-là. Et c'est vrai que la diversité des formats et des contenus va nourrir le cerveau. Et c'est comme ça aussi qu'on grandit, entre autres. Oui. Non, ouais, merci merci d'avoir répondu à mes réponses. Ah, ouais, là, mes questions, excusez-moi, oui, voilà. Avec plaisir. Tu parles justement de grandir, Jérôme. Il y a une question par rapport aux soft skills, hein, qui sont des compétences humaines, je le rappelle aux élèves. S'il y avait une, deux ou trois compétences soft skills essentielles qu'il serait intéressant de développer à l'âge de l'adolescence, en classe de troisième, ce serait quoi selon toi? Moi, je dirais que c'est pas que pour les adolescents, je pense que c'est pour tous les humains. Et que je dirais, il y aurait la résilience, c'est-à-dire la capacité à encaisser un choc ou un coup dur, comme un échec, comme une mauvaise note, par exemple, et de savoir rebondir. Et dire, bon, bah, peut-être que j'ai une mauvaise note, peut-être que j'ai fait une erreur là, mais je vais apprendre et je vais profiter de cette opportunité pour progresser. Donc pour moi, la première compétence, ce serait la résilience. Comment j'arrive à encaisser les chocs ou les coups durs pour pouvoir rebondir et apprendre. La deuxième compétence que je dirais, ce serait l'adaptabilité. Parce que, bah, à votre âge, eh bien, on passe du collège au lycée, ensuite du lycée à l'université et qu'on doit s'adapter à de nouvelles personnes, à de nouvelles manières de faire etc. Et que de nouveaux outils et que le monde change de plus en plus vite et que, bah, finalement, on a besoin de constamment s'adapter. Et donc, l'adaptabilité, le fait de pouvoir s'adapter à de nouvelles situations et apprendre rapidement, eh bien, pour moi, c'est une deuxième compétence aussi très importante. Et je dirais en 3e lieu, ce serait, j'hésite, mais je vais dire celle-là, l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire comment j'arrive justement à prendre conscience de mes émotions, à prendre conscience de comment je me parle, comme on disait tout à l'heure au tout début de cette intervention, et à pouvoir utiliser ça comme des ressources. Et si je sais que j'ai de la joie, comment je vais pouvoir utiliser ça pour être joyeux? Si j'ai de la tristesse, comment je peux apprendre de cette tristesse? Et surtout, comment j'arrive à m'adapter par rapport aux émotions des autres. Donc voilà pour moi
on va dire le top 3, si on devait faire un top 3, ce serait la résilience pour rebondir, l'adaptabilité pour pouvoir être agile dans ce monde qui change et l'intelligence émotionnelle pour pouvoir gérer ses émotions et mieux vivre avec les autres. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, est-ce qu'il y a des questions parce qu'on en arrive au terme de notre échange avec Jérôme? Non, ça va? Tout le monde a bien compris? Alors, je vous invite à saluer Jérôme. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir pu échanger avec vous, d'avoir pu passer ce temps avec vous. Et merci Nadine pour avoir créé ce moment. Et, oui, et moi, bientôt. je te remercie beaucoup. Tu as permis d'éclairer, de mettre un peu plus de lumière sur des notions qu'ils avaient déjà en tête et pour leur permettre de comprendre comment mieux se lancer dans la vie avec de meilleurs outils, parce que les soft skills, on en parle de plus en plus souvent, ce sont des compétences qu'il faut absolument développer. Oui, je confirme. Merci Nadine, belle journée et à la prochaine. Merci, bye bye.